Elles étaient jolies, la Dandane et la Florinda, l'une brune et l'autre blonde, faisant danser leur chevelure lorsqu'elles descendaient le sentier du château pour se rendre à Saint-Marcelin. Qu'elles étaient jolies, ces deux bergères, dans leurs 18 années. Leur rire cascadait le long du sentier où elles faisaient claquer leurs galoches. L'une brune, la Dandane, l'autre blonde, la Florinda, amies comme deux sœurs, unies comme les doigts de la main. Entre elles, point de querelle, ça va pour tout le monde, querelle, c'est des disputes. Des disputes. Je me suis perdue. Point de querelle. Et pourtant, en ces années difficiles où la moitié de la population faisait la guerre à l'autre, tout aurait dû les séparer, car l'une était dans un camp et l'autre dans l'autre. Difficile de rencontrer situation plus critique en cette fin du XVIe siècle dans une vallée déchirée, dans les affrontements. Pourtant, elle vivait là, sur le rocher qui domine la vallée, au pied de la tour de guet du château de Vars. Le château, le lieu est mal nommé. Juste quelques masures avec un petit jardin minuscule où faire pousser des choux qui voulaient bien venir dans ce lieu caillouteux et froid. Il fallait du courage pour garder 4 bêtes, parfois une vache les bonnes années. Il fallait de la vaillance pour rester ainsi toute l'année dans la neige et les frimas de l'hiver. Mais quel plaisir de vivre dans le soleil, les fleurs, les prairies grasses du court été. Un ruisseau chantait dans un repli du terrain un peu maigre l'hiver, si joyeux l'été quand il abreuvait le troupeau assoiffé. La Florinda était venue au monde au château. Ses parents disparurent dans un incendie qui faisait rage en jour de guerre. Mais désormais, elle vivait seule au hameau. Et la Dandane, elle, était née dans la vallée de Guil, d'une mère guillestrine et d'un solide gaillard italien. Dès son arrivée dans nos vallées, son père, au nom imprononçable, affligé d'une denture puissante et jaune, reçut le surnom de dent d'âne, les dents de l'animal. Sa jolie fille hérita du surnom. La Dandane arriva un jour au foyer de la Florinda, en fuyant les troupes ennemies, grimpant le sentier du château pour se réfugier dans ces terres perdues, loin de la route des soldats. Florinda lui avait ouvert sa porte, elle l'avait accueilli, réconforté, nourri et hébergé. L'amitié naquit entre ces deux solitaires, et Dandane resta. Pendant de nombreuses années, elles vécurent ainsi dans la solitude du lieu. Et quand les bruits de la guerre faisaient arriver au hameau des paysans chassés de leur demeure, elles ouvraient leurs portes aux malheureux fuyards. Et cachés là, ils subsistaient tant bien que mal. Certains, la nuit tombée, creusaient des chemins souterrains dans la montagne, sous le château. Si l'ennemi se présentait, et de là-haut, Dieu sait que la vue porte loin, ils se terraient dans ces tunnels avec ce qu'ils avaient pu sauver, donc leur richesse, de vieilles hardes dans des caisses de bois. Quand revenait le calme et que s'écartait le danger, les gens rebouchaient soigneusement l'entrée des souterrains et ils repartaient, laissant là leur trésor. Ils disaient tous, quand ce sera fini, nous reviendrons les chercher. Mais les années passaient et peu d'entre eux revinrent. La Florinda et la Dandane vieillirent. Elles se fanèrent et perdirent leur beauté. Toujours unies et discrètes, jamais elles ne révélèrent à quiconque l'itinéraire des cachettes. C'est ainsi qu'au fil des ans, dans la légende naquit. Il y a, sous le château, des souterrains menant à un trésor. Où vont ces souterrains? Descendent-ils vers Saint-Marcelin? On dit que derrière l'autel de l'église, je l'ai entendu par un vieillard, on allait jusqu'à Chagnes. Est-ce qu'ils montent vers les crêtes? Nul ne le sait. Mais parfois, à la tombée du jour, près des ruines de la tour du guet, on peut deviner la double silhouette des amies unies comme sœurs. Est-ce les ombres de sorcières? Celles de l'aigle des sommets? Soudain, une pierre roule, peut-être un chamois ou un sanglier. Mystère. On dit que derrière l'autel de l'église, une petite porte s'ouvre sur une galerie. N'ayant pas de forêt à proximité des villages pour protéger leur fuite vers le château, les habitants de Vars comprirent très vite la nécessité de creuser un souterrain, s'ils ne voulaient pas être abattus comme des lapins. Ils partaient de l'église de Saint-Marcelin et aboutissaient sous la haute tour carrée. L'entreprise était colossale, mais à l'abri des murs épais de leur citadelle, les habitants étaient récompensés de leurs efforts. Il y a sous le château plein de souterrains menant à des trésors, et vus du rocher des soleils couchants, sont si beaux, si somptueux, si éblouissants, qu'on pourrait se demander s'ils ne seraient pas les fameux trésors perdus.
Ce deuxième conte s'intitule « Le dernier loup de Bargard ». Il était une fois deux frères, Jousselou et Baptistou, qui habitaient les Clos. Les Clos, un hameau de Saint-Clément. Le hameau, vous savez, ce microscopique village près de Saint-Clément, le plus haut du village situé à Ladray. Ils possédaient, donc Jousselou et Baptistou, nos deux frères, possédaient quelques bouts de terre pour cultiver le seigle, l'avoine et l'épeautre. Pour ceux qui savent, ce sont des céréales. Aussi, ils possédaient des prés et un petit troupeau de brebis. Comme beaucoup d'habitants du hameau, ils avaient un modeste chalet d'alpage, enfin, plutôt un abri de pierres sèches, dans la vallée de Belpinet, au lieu dit Bargard. Beauregard sur les cartes, en fait. Ils ramassaient le foin et le regain jusqu'au fond de Coulot, et à l'automne, ils laissaient leurs troupeaux paître dans les prés. Ils rejoignaient leurs bêtes tôt le matin. Ils les menaient dans les coins où l'herbe était réellement la meilleure. Le soir venu, ils les rentraient dans la cabane avant de retourner au clos. Et ainsi de suite, et ainsi allait la vie. Mais, un matin, alors qu'ils sortaient le troupeau, ils aperçurent sur le museau de quelques brebis du sang séché et des signes de morsure. « Oh, mais Kezako !» Toute la journée, les deux frères cherchèrent à résoudre l'énigme. Le soir, ils vérifièrent l'intérieur de la cabane, fermèrent bien les portes avec soin et rentrèrent au clos. Le lendemain, même phénomène. Maï, des morsures. Et sur les brebis les plus vaillantes. Les bêtes coururent tout le jour sans apprécier la bonne herbe. Elles semblaient perturbées, et ils les connaissaient bien, leurs bêtes, Jousselou et Baptistou. Après mûre réflexion et le retour du troupeau au bercail, Jousselou dit à son frère : « Ce soir, je couche avec les bêtes. Tu rejoindras la maison pour t'occuper du mulet, je veux comprendre. » Baptistou acquiesça d'un signe de tête. Salua son frère et partit seul vers les clos. Jousselou mangea un morceau de pain et de fromage qui restait du repas de midi. Il éparpilla une brassée de paille propre dans un coin de la cabane. Il fuma la pipe. Tout était calme. La présence du berger rassurait les bêtes et Jousselou commença tranquillement à s'assoupir. Dans la nuit, un bruit de sonnaille le réveilla. Les brebis bougeaient, et donc leur cloche avec. Il faisait très sombre à l'intérieur de la cabane, malgré le clair de lune. Mais il avait l'habitude de l'obscurité. Il rampa jusqu'à la porte. Un couquet de Dieu lui échappa lorsqu'il comprit la situation. Par la charretière, au bas de la porte, la queue d'une bête, peut-être celle d'un loup, s'agitait. Les brebis les plus curieuses s'étaient approchées, reniflant la chatière. Brusquement, une gueule prit la place de la queue et happa le museau. Et le manège se renouvela. Une fois la queue, une fois le museau, une fois la queue, une fois la gueule. L'homme s'approcha en silence et d'un geste précis, hop, il empoigna la queue. Oh, cette fois-ci, il en était sûr. Il s'agissait bien d'un loup. Les brebis se regroupèrent complètement apeurés vers le fond de la cabane. Jousselou pensa que la fin de la nuit serait vraiment très longue. Le loup tirait, faisait des efforts pour se dégager. Le berger s'appliquait à maintenir bien correctement son emprise. Et à chaque mouvement, le loup pétait de plus belle. Jousselou lui cria dans son langage : « Pétou, pétou, couperlou, dans le terrain farajour !»
Et il reprenait chaque fois cette comptine, qui voulait dire tout simplement pète, pète, compère loup, en attendant, il fera jour. De son côté, Batistou, le frère de Jouslou, n'avait pas fermé l'œil de la nuit d'angoisse. Même s'il connaissait le courage et la force de son aîné, il se faisait du souci de l'avoir laissé seul. Ainsi se mit-il en route avant l'aube. Sur le chemin, qu'il connaissait par cœur, il avançait d'un pas rapide, rythmé par son bâton, sa précieuse trique. Il accéléra, à l'approche de la cabane, puis il se mit à courir, lorsqu'il aperçut une forme s'agitant devant la porte. Oh, le lourd se levait, et aux premières lueurs du soleil, il resta un instant abasourdi en découvrant un loup. Oui, un loup. Le cul plaqué à la porte, et maintenu sans doute par la queue. Mais que se passait-il? Dès qu'il entendit son frère, Jouslou lui ordonna d'assommer l'animal. Le coquin! Prends-le, le coquin! Costaud et armé de sa trique, Batou le fit avec application. Pah! Un seul coup suffit. Ah! Il fallait souffler, Jouslou n'avait pas dormi de la nuit. Après avoir bu un bon coup de gnôle en traquant au loup, l'aîné raconta la nuit qu'il venait de passer à lutter avec le carnassier. Satisfaits de savoir maintenant le troupeau en sécurité, les deux frères soignèrent les brebis comme d'habitude. Puis, Jouslou chargea la bête sur ses épaules et les frères s'en retournèrent au clos avec leur trophée de loup. Peut-être était-il le dernier loup de la vallée? Possible, répondent les anciens. J'ai adoré la Vous êtes prêts? On commence le troisième livre. Alors, il faut faire le silence. C'est l'histoire du charretier incrédule. Un charretier, c'est un fabricant de charrettes. C'était en l'an... on ne sait pas trop, mais ce soir-là, on sait qu'on attendait Noël. Un homme de Fressinière, venu par le chemin du sel, avait dû mettre ses bêtes à l'abri et faire étape à la gargote du gouttail de Réautier. Une violente tempête avait brouillé les chemins par d'énormes congères de neige fraîche. Il passa la veillée à la table de l'eau, en compagnie de 3 paysans, pas trop croyants, et de 2 bergers sans famille. Ces derniers étaient contrariés à cause du mauvais temps. Selon la coutume, depuis une semaine, ils avaient préparé le bûcher de Noël. Sans la tempête ce soir, ils auraient dû allumer le grand feu de joie, puis ils l'auraient entretenu jusqu'à l'an 9. Bien sûr qu'on l'aurait vu de loin. Dans chaque village du canton, on aurait entendu dire « Oh, le feu de Réautier était encore plus beau que celui de l'an passé !» Basta, on l'enflammera pour le mardi gras. T'as débranché là. Tant pis. Donc l'homme de Fressinière, ayant pour nom Jacob Messimel, aimait raconter sa vie et les curieux l'écoutaient avec plaisir. Il disait qu'il se louait comme charretier pour des transports en tout genre. Son métier l'entraînait loin sur les routes de Provence et de Dauphiné. Dans ses déplacements, il avait affaire à toutes sortes de gens, du beau monde et des chenapans. L'homme parlait beaucoup et gesticulait autant. À un moment, Louis Michalon s'engouffra dans la salle basse, enveloppé dans un tourbillon de neige. « Salut la compagnie, j'ai fait ce que j'avais à faire cette année, c'était à mon tour. » L'étranger, intrigué, arrêta son bagou, puis posa la question. « Qu'est-ce à dire, brave homme ?»«
Eh bien, nous autres, à Réautier, à tour de rôle, le soir de Noël, on distribue dans chaque écurie une double ration au bétail. C'est en souvenir des bêtes de la grotte de Bethléem. Seulement, faut le faire avant minuit. Déjà, le charretier reprenait l'histoire de sa vie. Chaque année, il conduisait au convoi à Beaucaire pour la grande foire du printemps. Il se mêlait aux voituriers venant du Briançonnais. La foire durait une semaine et l'on y trouvait tout ce que la terre portait. Moi, je disais, faut le faire avant minuit, insistait Michalon. À Réautier, on sait une chose, c'est que pendant la messe de minuit, les bêtes dans l'écurie, elles se parlent. Et elles se mettent à genoux au moment de l'élévation. Si jamais quelqu'un s'avisait de les surprendre, il pourrait bien être mort avant la Saint-Sylvestre. Aussitôt, l'homme de Fressinière prit des airs de celui à qui on ne la fait pas, et il déclara que c'était des balivernes, des contes pour les enfants, et que quelqu'un le mène à l'écurie la plus proche, et tous allaient voir ce qu'il fallait voir. Vous pariez combien ? Les braves gens de Réautier n'aimaient pas se faire entuber, alors ils préférèrent détourner l'homme de son idée de vérifier. Ils lui servirent des coups à boire, et ils lui dirent qu'il fallait croire à la parole des anciens, mais pas la vérifier, sinon ça pouvait plaire au diable, et alors tout pourrait arriver. L'incrédule tenait alors à leur montrer qu'il n'avait pas peur de ces fadaises, et à minuit, au loin, les cloches de l'église Saint-Michel annonçaient la nativité. Tout en plaisantant, Jacob entra seul dans l'écurie de Michalon. Les autres se tenaient à l'écart du seuil, la tête de côté et la main sur les yeux. Ils ne voulaient pas voir le malheur. Soudain, ils entendirent la voix du charretier. « Bonne bête, vous qui pouvez parler à minuit, dites-moi ce que vous ferez demain. » Entre deux hennissements doux comme le chant d'un ange, ils perçurent la réponse d'un cheval. « Le jour de Noël, nous ne faisons rien, mais après-demain, homme de peu de foi, je travaillerai pour toi. » Blanc comme un linge, Jacob Messimel sortit de l'écurie, les deux mains sur son cœur. Il titubait comme un homme ivre, ses compagnons reculaient, il faisait peur à voir. Ses yeux roulaient dans tous les sens, sa bouche ouverte bavait. Retrouvant leurs esprits, les hommes le transportèrent dans la salle, réchauffèrent ses membres engourdis en le frottant avec de l'agneau, et il restait avachi sans regard ni parole. « Faut verser de l'eau de vie dans son goulot et le tenir fermé pour qu'il avale. Demain matin, il sera d'attaque et son bagout lui reviendra. » C'était du moins ce que pensait Claude. Après, ils le conduisirent dans un réduit à côté, le poussèrent sur le lit et le recouvrirent de son ample manteau de voyageur. Chacun regagna sa demeure, car après un coup pareil, plus personne n'avait envie de réveillonner. Et au matin de Noël, on trouva l'homme, raide mort, dans son lit. On lui avait pourtant bien dit que ce n'était pas des histoires. Et à l'époque, on enterrait les gens là où la mort les prenait. Les familles averties venaient si elles le pouvaient. Après le rite, monsieur le curé inscrivait le nom du défunt sur son registre. Et à Réautier, on raconte que pour Jacob Messimel, le jour suivant Noël, il n'y eut qu'un cheval qui voulut bien se laisser atteler pour le conduire au cimetière. C'était le cheval qui lui avait répondu les mots terribles. « Après-demain, je travaillerai pour toi. » La bergère et la fonçante. En ce temps-là, assez lointain je dois le dire, vivait à Escrin, hameau isolé dans un val suspendu au-dessus de Guillestre, une douzaine de familles dans des chalets de pierre au toit de bardeaux. Les maisons s'alignaient du côté de l'Adret et le torrent de Rifebelle coulait en contrebas. Louise avait passé sa vie à aider son père à la ferme d'Escrin. Oh, pas grand-chose. Quelques carrés de pré, un joli morceau où poussait volontiers le seigle, les herses ou l'avoine, un bout de jardin pour les légumes quand ils avaient le temps de pousser, ma foi.
3 vignes à travers les coteaux d'Aiguillé, vraiment sans plus. Cependant, à longueur d'année, père et fille s'activaient sans repos. Père et fille, oui, car tant qu'elle avait pu marcher, la mère avait gardé à l'entour des maisons le petit troupeau de moutons et 2 chèvres pour le lait. Mais un matin, la vieille maman ne s'était pas levée, et elle s'éteignit bientôt comme une lampe sans huile. Le père passa encore 2 hivers, puis, un jour, dans un accès de méchante fièvre, son cœur s'arrêta de battre. Dès lors, Louise ressentit sa solitude. Elle n'avait pas voulu, en son temps de jeunesse, faire des coquetteries auprès des garçons. Et finalement, le temps passé, la voilà ratatinée comme baie d'églantine en hiver. Sans bien et sans mari, qu'allait-elle devenir? Car oui, il faut vous dire qu'en ces temps-là, malheureusement, les garçons héritaient des biens familiaux, et rarement les filles non mariées. C'est ainsi que son frère, Étienne, qui vivait à Guillestre, où il avait vu le notaire, s'installa aussitôt dans la maison d'Escrin avec sa femme et son dernier fils. « Hé, la Louise, reste ici, tu m'apporteras de l'aide. Tu soigneras le bétail, tu garderas le troupeau, tu coucheras à l'étable dans le chalit, avait-il débité en guise de salut fraternel, alors qu'il ne s'était pas vu depuis, pouf. La vieille fille, on l'appelait ainsi dans le quartier, était donc devenue bergère du troupeau commun que gardait la mère. À l'aube de la belle saison, elle cognait aux portes des étables voisines en criant « Lei, 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 lei ». Dans une belle bousculade, les bêtes sortaient en se cognant et en bêlant. Louise aimait garder. Elle fuyait ainsi la maison qui n'était plus la sienne. Elle avait coutume de conduire le troupeau dans le vallon des Aspatouras. Sur ce plateau, l'herbe de rue s'étendait jusqu'au pied des pics et des pointes qui fermaient la vallée. Un seul ennui, cependant, est de taille. Il n'y avait pas de source sur ces hauteurs. La source d'eau, n'est-ce pas? Quand la bergère et son troupeau avaient soif, ils redescendaient jusqu'au torrent, sorti on ne sait d'où d'ailleurs, qui roulait dans le fond du Val. C'était long et plus qu'harassant. Un jour, elle remarqua que sa chèvre blanche préférée quittait le troupeau et se dirigeait vers les flancs rocheux. La bête disparaissait derrière les rochers. Peu après, elle ralliait le groupe, frétillante et chevrotant de contentement. Les jours suivants, même manège, tout pareil. Alors, dans le grand silence du vallon, Louise lui parla comme à un humain. « Mais dis-moi, où vas-tu te perdre, Blanchette? Ne crains-tu pas le loup, toujours affamé, ou l'aigle à l'œil perçant? Faut plus partir, hein? L'aventure risque de mal finir, et Étienne me fera la vie dure si je te perds. » La chèvre la regardait fixement de ses yeux jaunes barrés de noir. Oh! Elle crut y voir un message. Elle suivit donc la chèvre rebelle. Soudain, au-delà des rochers, oh, elle vit un spectacle à peine croyable. De la falaise abrupte et nue jaillissait une belle source, bruissante et vive, disparaissant plus bas dans la gravière pour renaître encore. La bergère ne bougeait plus. Elle oublia de respirer. Puis elle ferma les yeux, se les frotta à en pleurer, les rouvrit. Rien à faire. L'eau était toujours là. Alors elle crut au miracle et s'agenouilla sur les cailloux pointus. Elle but et s'aspergea d'eau, qu'elle disait d'ailleurs bénite. La chèvre se désaltérait en toute tranquillité à côté d'elle. Louise la caressa doucement du geste et de la parole lui dit « Oh ma Blanche, je t'aime ma Blanche !» N'ayant plus de crainte, Louise grimpa dans les éboulis jusqu'au lieu miraculeux.
elle vit ce que nous pouvons voir encore aujourd'hui. Une ouverture circulaire taillée dans le roc, semblable à la bouche à feu d'un affût de canon, d'où l'eau sous pression sort avec force, tel un boulet. Elle fit boire donc tout son troupeau. De retour au village, les voisins s'étonnèrent de l'air bienheureux de Louise, de l'éclat de son teint. Malgré leur curiosité et leurs paroles polissonnes, « La Louise !» elle garda le silence autour de son secret. Seul le curé forain venu de Vars, l'an qui suivit pour préparer la communauté aux fêtes de Pâques, reçut la révélation de la bergère. Et en retour, elle demandait qu'à sa mort, on l'enterre dans le vallon de la source. Du haut de l'escabeau de la modeste chapelle, le curé fit un jour part de l'affaire à ses ouailles étonnées. Jusqu'au jour de sa mort, ainsi, chacun entoura Louise de vénération. On dit d'ailleurs que la croix de bois au fond du Val, que souvent les tourmentes de l'hiver emportent, marque la place où ses restes furent déposés et que la montagne et la source reçurent ce jour-là le nom de la font sancte, pour dire la font sanctifiée. Ainsi, en souvenir de ce miracle, chaque année, des fidèles montent en pèlerinage au fond du Val de la Source Sainte. Là, ils rendent grâce à la vieille fille, à Louise. Les années de sécheresse, avec ferveur, ils prient pour que vienne l'eau et prient pour que vienne la joie de Louise. C'était la fin de votre dernier conte de la soirée. On espère que ça vous a plu. Nous, on a beaucoup apprécié le spectacle que Camille nous a offert. Si vous voulez applaudir en silence, je vous montre comment on fait. C'est comme ça. Merci beaucoup Camille. Merci à vous.